d'en reprendre nos travaux pour la dernière séance de ce beau colloque. Nous aurons 3 interventions cet après-midi. Celle de Daniel Fallon, qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers, qui va nous entretenir des cadres juridiques du pouvoir dans le cycle de l'Anfeust de Troyes. Et ensuite, c'est le professeur Julien Martin de l'Université de La Rochelle et qui nous parlera du Petit Livre Bleu. Et enfin, Alexis Lepruneau, qui est également organisateur de cette manifestation, qui nous entretiendra de la justice et du droit constitutionnel dans l'univers de Marvel, espace de bifurcation de la représentation et de la représentation du droit. Nous aurons ensuite une petite pause, à la suite de quoi nous entamerons les discussions. Le thème de cette dernière séance, c'est les fictions, un lieu d'invention et un horizon pour le droit. Et personnellement, j'ai toujours été surpris dans les œuvres de science-fiction, bonnes ou mauvaises, de ce qui étonnait le plus dans ces œuvres, c'est pas tellement la science, mais le droit constitutionnel notamment. Toutes les grandes œuvres de science-fiction sont des œuvres de droit constitutionnel prospectif et en général un peu déprimant, puisqu'il s'agit soit d'un système totalitaire ou quasi-totalitaire, soit de l'anarchie. Mais vous aurez probablement d'autres points de vue. Alors sans point tarder, je donne la parole à mon collègue, M. Daniel. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je venais d'abord, alors je trouve que c'est l'usage, c'est un peu convenu, mais ça n'en est pas moins sincère, d'adresser mes remerciements aux organisateurs de ce colloque, M. Alexis Lepruneau, M. Pascal Richard, pour m'avoir proposé d'intervenir, et puis plus largement remercier toute l'équipe organisatrice pour son accueil qui était fort sympathique et fort chaleureux. Alors, ma contribution s'intitule « Les cadres juridiques du pouvoir dans le cycle de l'Anfeust de Troyes ». Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse les aventures de l'Anfeust de Troyes. L'Anfeust de Troyes, c'est un ensemble de bandes dessinées, je ne sais pas s'il faut dire roman graphique ou bande dessinée, c'est peut-être la même chose, mais on va en discuter, qui raconte les aventures d'un jeune homme qui s'appelle l'Anfeust et qui vit sur une planète du nom de Troie, d'où le nom des aventures de l'Anfeust de Troyes. Alors cette planète est peuplée d'êtres humains, mais également de tout un ensemble de créatures plus ou moins étranges, dont les plus connues sont peut-être les trolls. Et sur cette planète, chaque être humain dispose d'un pouvoir magique, mais d'un seul. Alors il peut s'agir soit d'un pouvoir extrêmement utile, soit d'un pouvoir totalement farfelu. Ça peut être par exemple changer le sens du vent, faire fleurir les fleurs, respirer par les oreilles, par exemple faire bouillir l'eau à distance. Et finalement, le pouvoir de chacun va déterminer globalement la place que cette personne occupera dans la société. Alors, le pouvoir de l'Anfeust est le pouvoir de faire fondre le métal. Alors, je ne sais pas. Donc ça, c'est l'Anfeust, le héros des aventures. Et donc, comme son pouvoir de faire fondre le métal, tout naturellement, il est devenu apprenti forgeron. Un jour, dans son village, alors qu'il était à la forge, passe un chevalier dont l'épée a été brisée. Et donc, il demande à l'Anfeust de réparer son épée. Et au contact de l'épée, au contact du pommeau de l'épée, l'Anfeust va développer un pouvoir absolu qui est en réalité le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. Et finalement, ce point de départ servira de début à une longue quête qui va conduire donc l'Anfeust, mais également tous ses compagnons de voyage. Alors, ces compagnons de voyage, c'est un sage, et on verra dans quelques instants à quoi servent les sages sur le monde de Troie, les 2 filles du sage et une créature, alors, qui est un troll justement, qui après avoir essayé de manger nos héros est devenu un joyeux compagnon de voyage. Bien. Cette quête va conduire nos héros à la recherche de la source de toute magie sur le monde de Troie. Et cette quête va conduire l'Anfeust en outre à s'opposer à un personnage un petit peu terrible, un pirate du nom de Thanos, qui
qui est un pirate sanguinaire, et Thanos va découvrir qu'il dispose également du même pouvoir que Lanfeust, et du même pouvoir absolu lorsqu'il dispose de l'épée. Sauf que Thanos va essayer de se servir de l'épée pour asservir le monde de Troie et régner en tyran sur le monde de Troie. Le cycle de Lanfeust comprend 8 tomes, Lanfeust de Troie, c'est un ensemble de 8 tomes qui forment une histoire complète. Et devant le succès de la série, les auteurs de Lanfeust ont choisi de poursuivre l'histoire dans 2 autres séries, Lanfeust des étoiles, qui comprend également 8 tomes, et Lanfeust Odyssée, qui comprend à l'heure actuelle 6 tomes, et qui est une série qui est toujours en cours, l'histoire est toujours en cours d'écriture. Et nos héros, vivant sur une planète qui s'appelle Troie, au fur et à mesure de la série, les auteurs ont créé un véritable univers, avec des personnages, avec des créatures, etc. Et cet univers a servi de support à tout un ensemble de séries dérivées. On trouve ainsi la série Troll de Troie, Conquérante de Troie, Guerrière de Troie, Légende de Troie, Gnome de Troie, et j'en passe. Et en fait, toutes ces séries ont pour le même cadre, enfin, pour lieu de vie, le même cadre, qui est la planète de Troie. Bien. Sachant que les auteurs ont également rédigé une encyclopédie en 5 volumes, encyclopédie anarchique du monde de Troie, dans lequel ils exposent les créatures, les lieux, les personnages, etc. Dans le monde de Troie en général, et dans les aventures de Lanfeust en particulier, toutes les relations sont structurées autour du pouvoir. Pouvoir magique, pouvoir politique, pouvoir juridique. Pourtant, le juriste, nous sommes, ne s'intéresse pas à toutes les relations de pouvoir. Le juriste ne s'intéresse qu'au pouvoir juridique, c'est-à-dire au pouvoir exercé selon la forme juridique, c'est-à-dire selon des formes et procédures préétablies par l'ordre juridique, et donc finalement selon des formes et procédures encadrées par l'État. C'est l'État qui va donner la forme juridique au pouvoir politique, et l'État va donner la forme juridique au pouvoir politique le plus souvent par l'intermédiaire d'une constitution. Donc finalement, cette constitution, en général, est un acte qui comprend du texte qui sera ensuite support de normes qui vont encadrer juridiquement l'exercice du pouvoir. Donc parler des cadres juridiques du pouvoir revient ici à parler de la Constitution, mais également de tous les grands principes que l'on va retrouver explicitement ou implicitement dans les constitutions, à savoir la souveraineté, la représentation, la séparation des pouvoirs, etc. Alors, à première vue, il m'a semblé relativement simple, en tant que juriste, de poser un regard juridique sur une œuvre de fiction. Et cela m'a paru relativement simple, au moins à 3 égards. Alors, tout d'abord, le droit, vous savez, c'est un devoir-être. Et finalement, parler d'un devoir-être, c'est produire un discours sur un discours. Et finalement, peu importe que le discours dont on parle soit un discours fictif ou positif. Le devoir-être, de toute manière, par essence, n'existe pas, puisqu'il ne pose qu'un modèle de comportement. Ça m'a semblé relativement simple aussi à parler juridiquement d'une œuvre de fiction au regard des définitions. On sait que les termes juridiques sont à texture ouverte, c'est-à-dire sont susceptibles de recevoir de multiples significations. Et finalement, les termes ne sont pas moins précis parce qu'ils se retrouvent dans une œuvre de fiction. Les termes constitution, souveraineté, séparation des pouvoirs, la question des définitions se pose également, que le droit soit positif ou simplement fictif. Et ensuite, ça m'a paru relativement simple d'avoir un regard juridique sur une œuvre de fiction au regard du positionnement théorique. Parce que finalement, la question de savoir quel type de discours je produis se pose dans tous les cas. Est-ce que je produis un discours purement descriptif de l'œuvre de fiction, un discours prescriptif ou un discours explicatif, compréhensif ou autre? Mais finalement, lorsque je me suis vraiment attaqué au thème, je me suis aperçu que les choses étaient beaucoup moins simples qu'elles n'y paraissaient au premier abord. Tout simplement parce que va se poser la question du caractère scientifique de l'observateur juridique lorsqu'il parle d'un droit dans une fiction. Comment avoir un discours sur le droit fictif qui permette de rendre compte de la réalité de ce droit tel qu'il se déroule dans l'œuvre de fiction? C'est une vraie question. Et c'est une question qui soulève 2 difficultés fondamentales. La première difficulté, c'est la difficulté d'identifier ce qu'on appelle généralement le langage objet, c'est-à-dire concrètement, comment identifier dans une œuvre de fiction ce qui appartient au langage du droit. Et une fois qu'on a fait ça, va se poser la question du lien qu'entretiennent les notions juridiques, souveraineté, État, Constitution, etc., avec le droit qu'on étudie, avec le droit
qui se trouve dans une œuvre de fiction. En ce qui concerne l'identification du langage objet, c'est-à-dire de quoi je vais parler, c'est une question qui est d'autant plus importante qu'il s'agit d'une œuvre de fiction qui, en plus, n'est pas nécessairement une œuvre juridique. D'ailleurs, l'Enfeust, ce n'est pas une œuvre juridique, c'est une œuvre d'aventure, d'héroïque fantasy. Alors, ici, en plus, dans une œuvre de fiction, se trouvent en général plusieurs niveaux de discours. On en a parlé un petit peu ce matin, mais vous avez le niveau de l'auteur, le niveau du narrateur, le niveau des personnages, et puis chaque personnage peut en plus avoir différents registres dans son discours. Donc il va falloir étudier et repérer au sein de ces différents niveaux de discours qu'est-ce qui peut appartenir à un discours véritablement juridique. Et pour ce faire, on ne dispose pas de citations directes de textes. Ce serait trop simple. Si on avait une constitution directement dans une œuvre de fiction, on pourrait étudier la constitution telle qu'elle est posée dans l'œuvre de fiction, mais ce n'est pas le cas. Du coup, on dispose de quoi? On dispose, s'agissant d'une bande dessinée, des bulles, des signes écrits, des mots, sur lesquels l'on va pouvoir interpréter, mais on dispose également des signes dessinés, c'est-à-dire les images, les planches, les dessins, qui vont également s'interpréter et qu'on va essayer d'interpréter comme révélant l'existence de normes juridiques. Donc finalement, notre intervention ici va porter sur l'ensemble des règles juridiques telles qu'elles nous semblent découler d'un ensemble d'éléments matériels qu'on retrouve dans les comportements des personnages, dans les expressions, etc. Une fois que j'ai réussi à identifier ce qui me semblait être du droit dans l'œuvre de l'Enfeust, c'est poser la question du lien qu'entretient ce droit avec ce que je vais en dire. Il faut bien qu'il y ait un lien entre ce dont je vais parler et l'objet qui sera l'objet de mon discours. C'est une question presque éternelle ici que du rapport entre la science et son objet. Et la difficulté, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait un lien entre mon discours et l'objet qui est étudié. Alors ensuite, peu importe ce lien. Ça peut être un lien tenant à la fonction des concepts que j'emploie, un lien tenant à la valeur de vérité. Est-ce que le concept est vrai parce qu'il se vérifie par l'observation, parce qu'il se falsifie par l'observation, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un lien, en cette cause. Et le problème, c'est lorsqu'il s'agit d'un objet fictif, d'une œuvre de fiction, par définition, il ne peut y avoir, à première vue, aucun lien avec des concepts qui ont été construits à une époque où cette œuvre de fiction n'avait même pas encore été écrite. Lorsqu'on regarde les concepts de souveraineté nationale, de séparation des pouvoirs, c'est des concepts qui ont été créés en lien avec une réalité juridique, sociologique, politique d'une époque déterminée, mais pas en lien avec l'œuvre de l'Enfeust de Troie qui n'existait pas encore à l'époque où ces concepts ont été dégagés. Donc finalement, pour nous ici, le fait de poser un regard sur une œuvre de fiction ne permettra en aucun cas, je vais attendre d'approfondir plus la chose, mais je l'affirme, ne permettra en aucun cas de mettre en cause, de vérifier la valeur scientifique d'un discours. Ce n'est pas parce que le juriste peut utiliser ces concepts pour étudier une œuvre de fiction que son discours est un discours scientifique. Mais en revanche, le fait d'utiliser une œuvre de fiction va pouvoir mettre à l'épreuve la dimension pédagogique des grands concepts employés. Est-ce que finalement ça sert à quelque chose d'avoir recours, d'utiliser un ordre juridique particulier, et que ça sert à quelque chose de recourir aux notions de représentation, de séparation des pouvoirs, de constitution, etc. Alors on va voir que oui, effectivement, ça sert bien à quelque chose et que l'œuvre de fiction est tout à fait utile pour mettre en question la dimension pédagogique des grands concepts juridiques relatifs à la séparation et au cadre, plus généralement, au cadre juridique du pouvoir. Deux parties ici dans cette intervention. Une première partie qui sera utilisée, qui sera relative à la dévolution juridique du pouvoir, comment le pouvoir est transmis juridiquement. Et puis on verra une seconde partie relative à la justification du pouvoir, comment les gouvernants justifient en droit l'exercice de leur pouvoir politique et juridique. Alors première intervention que j'ai appelée une illustration non juridique de la dévolution juridique du pouvoir. Alors, pourquoi dévolution juridique ? Parler de la dévolution du pouvoir, c'est-à-dire comment le pouvoir est transmis au gouvernant, présuppose que cette transmission se fait selon des formes et procédures préétablies par l'ordre juridique. C'est-à-dire que le droit doit organiser lui-même la transmission du pouvoir. Et le pouvoir sera dévolu juridiquement, c'est dévolu sur les formes et procédures prescrites par l'ordre juridique. Alors, il est d'usage ici de faire une distinction entre les dévolutions du pouvoir pacifiques ou non violentes et les dévolutions violentes du pouvoir.
Le problème, c'est que les dévolutions violentes sont quasiment jamais analysées par les juristes. Parce que, presque par définition, lorsque le pouvoir se prend par la force, il se prend en dehors de toute procédure prévue par le droit. Enfin, sauf, imaginons, un ordre juridique qui prévoirait que, juridiquement, il faudrait prendre le droit par la force. Non, mais en dehors de cette hypothèse d'école, en général, les coups d'État, les révolutions, sont des prises de pouvoir en dehors de règles et procédures prévues par l'ordre juridique. Malgré tout, la question ne doit pas être totalement étrangère au questionnement du juriste. Donc on verra que dans l'œuvre de Lanfeust, il existe une toile de fond, ici, qui est une dévolution pacifique du pouvoir, une dévolution normale, mais on verra que Thanos a réussi, à un moment donné, dans l'œuvre de Lanfeust, à prendre effectivement le pouvoir par un coup d'État, et donc il y a eu un exemple de dévolution violente du pouvoir. Donc tout d'abord, une toile de fond, la dévolution pacifique. Le monde de Troie, de manière générale, est dirigé par ce qui s'appelle un conservatoire, le conservatoire d'Eckmühl. Le conservatoire, qu'est-ce que c'est? Il a deux rôles. C'est tout d'abord une université qui va former les étudiants à l'étude de la magie sur Troie, avec des enseignants-chercheurs. Et puis c'est également l'instance de direction politique. Ce conservatoire est dirigé par une assemblée qui est l'assemblée des érudits. Sauf qu'en pratique, l'Assemblée des érudits ne s'intéresse pas du tout à la gestion quotidienne du pouvoir et à l'exercice du pouvoir. Ce qui intéresse les érudits, c'est simplement des problèmes existentiels tels la diversité des menus à la cantine ou le peu de choix de dessert qu'on a lors du repas de midi. Donc finalement, le pouvoir ne sera pas exercé par cette assemblée d'érudits, sera exercé effectivement en pratique par un conseil restreint. Ce conseil restreint, il est désigné par cooptation, de manière pacifique, au sein de l'Assemblée des érudits, et 3 personnes vont être désignées et qui vont avoir le grade de vénérable. Alors, à l'origine de la série de Lanfeust, vous avez 3 vénérables qui forment le conseil restreint. Vous avez le vénérable Lignol, le vénérable Plominthe et le vénérable Bascréan. Et de l'aveu même, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que de l'aveu même de l'auteur, du scénariste, Christophe Arleston, qui scénarise tous les cycles de Lanfeust, la figure de ces 3 personnages ont été inspirés par 3 hommes politiques réels. Vous avez tout d'abord le vénérable Lignol, qui a été inspiré par la figure politique de François Mitterrand. Je vous laisse juge de la ressemblance physique ou pas. Le second vénérable, qui est le vénérable Plominthe, inspiré par Édouard Balladur. Et vous avez enfin le 3e vénérable, qui est Bascréan. Voilà, c'est un peu moins évident, mais de l'aveu des auteurs, ils ont été inspirés par le personnage de Jacques Chirac. Alors, à l'origine de la série, on a très peu d'éléments sur la désignation de ces vénérables, mais on apprend au fur et à mesure des épisodes que c'est par cooptation, donc c'est par consensus. Ça, c'est la toile de fond. Mais il existe également un accro à cette toile de fond, puisque Thanos a réussi à prendre le pouvoir, et donc on a ici un exemple de dévolution violente du pouvoir. Alors cette évolution violente, c'est parler de coup d'État. Et la question pour les juristes, c'est de savoir est-ce que le coup d'État peut être analysé juridiquement. Parce que si on regarde un vocabulaire juridique, la définition qu'on trouve généralement du coup d'État, c'est une prise de pouvoir par la force en dehors des formes et procédures prévues par l'ordre juridique. Donc, de fait, le coup d'État ne peut pas faire l'objet d'une analyse juridique, c'est simplement le pouvoir de fait qui se met en place. Simplement, certains auteurs ont remarqué qu'un coup d'État n'était pas dépourvu de tout lien avec l'ordre juridique existant. C'est aussi notamment Esmin qui a remarqué ça, que lorsqu'un tyran prend le pouvoir par la force, et c'est le cas dans le tome 6 de l'aventure de Lanfeust de Troie, où Thanos, je vous remets sa photo, prend le pouvoir dans la cité. Lorsqu'un tyran prend le pouvoir, en général, il va laisser en place une grande partie des structures existantes, qui permettra d'administrer en pratique les territoires. Donc même si on fonde un nouvel ordre juridique, enfin un pouvoir de fait en réalité, eh bien on va voir perdurer un certain nombre de lois positives. Alors ce débat sur la nature juridique ou pas du coup d'État va passer, on n'a pas le temps, mais renvoie généralement et très schématiquement au débat entre juste positiviste et juste naturaliste. Juste pour la petite anecdote, dans le cadre de Lanfeust de Troie, Thanos prend le pouvoir par la force, et au tome 6, à la page 30, il est marqué que Thanos a d'ailleurs battu le record absolu de la prise d'une cité,
Eckmühl étant tombé, donc Eckmühl c'est la capitale du monde de Troie, Eckmühl étant tombé en 6 minutes et 49 secondes. Donc il a fallu 6 minutes et 49 secondes à Thanos pour étendre son pouvoir sur l'ensemble du monde de Troie. Alors, ici, le pouvoir de Thanos, il est forcément contesté, parce que la résistance va s'organiser, et les habitants vont considérer qu'il n'est pas légitime à intervenir. En fait, il est intervenu par un coup d'État. Mais même s'il n'est pas légitime, c'est quand même lui qui va exercer juridiquement le pouvoir. C'est lui qui, juridiquement, est à la tête du conservatoire d'Eckmühl, et donc va prendre des arrêtés, des décrets, pour étendre son empire sur l'ensemble du territoire. Donc finalement, l'existence d'un pouvoir juridique est indépendant de sa justification. Malgré tout, les textes juridiques vont reprendre le plus souvent, c'est le cas dans les constitutions, des grands principes justificatifs. Et ça, c'est l'objet de notre seconde partie, une illustration juridique de la justification non juridique du pouvoir. La question de la justification d'un pouvoir, c'est la question de sa légitimité. Est-ce qu'une personne est légitime ou pas pour intervenir? Et la question de la légitimité, c'est une pure question de valeur. Certaines personnes vont considérer que telle personne est légitime et que telle autre n'est pas légitime. Mais, encore une fois, elle est indépendante de la question du caractère juridique. On a des États qui sont très contestés légitimement, mais qui n'en restent pas moins des États et qui édictent des règles juridiques. Suite à la prise de pouvoir de Thanos, la résistance va s'organiser. Je vous l'ai dit, vous avez des attentats qui vont être fomentés contre le tyran, mais vous avez d'autres personnes qui vont se rallier, au contraire, à Thanos. En général, c'est tous les notables qui vont se rallier en espérant obtenir quelques faveurs de la part du tyran. Mais finalement, quel que soit le débat sur la légitimité, il n'en reste pas moins que c'est effectivement Thanos qui est le maître de la cité. Et ces éléments de justification du pouvoir, en général, dans nos constitutions modernes, passent par l'intermédiaire des constitutions et par l'intermédiaire de la représentation. En général, on estime que le souverain est légitime, parce qu'en réalité, il ne va pas agir en son nom propre, mais il va agir au nom de l'État, même si ensuite on peut contester la légitimité de cet État. Donc on va voir que dans le cycle de l'Anphos de Troie, cette question de la représentation du pouvoir est une question qui est extrêmement centrale. Mais la question de la représentation du pouvoir en appelle mécaniquement une autre. Parce que si le souverain est représenté, ça veut dire que les représentants ne sont pas le souverain. Et ça veut dire que le souverain n'est pas capable d'exercer lui-même la souveraineté, sinon il n'aurait pas besoin de représentants. Donc s'il existe des représentants du pouvoir, qui va effectivement exercer la souveraineté? Eh bien, à cet égard, les scénaristes de l'Anphos ont trouvé une réponse très originale à cette question du titulaire de la souveraineté. Donc, premier point ici, la plume du représentant. C'est le représentant qui tient la plume du souverain, puisque c'est lui qui va agir finalement en son nom et pour son compte. Sur le monde de Troie, il existe un lien extrêmement étroit entre le pouvoir magique et le pouvoir juridique. C'est la magie qui va structurer l'ensemble du pouvoir juridico-politique sur le monde de Troie. Et chaque territoire rattaché à l'État central, à la ville d'Eckmühl, va disposer sur son territoire de ce qu'on appelle un sage. J'ai mis une photo ici, un dessin de sage, c'est Nicolède, compagnon de l'Anphos. Et les sages, leur seul rôle, leur seule fonction, c'est de relayer le flux de magie pour que les pouvoirs puissent fonctionner. Donc les sages eux-mêmes n'ont aucun pouvoir. Leur seule fonction est de relayer le flux général pour que les pouvoirs des individus puissent effectivement fonctionner. Donc ils n'agissent pas pour eux-mêmes, ils n'agissent que dans l'intérêt général en tant que représentants du pouvoir magique général, on pourrait dire ça comme ça. Et de leur faculté à relayer matériellement le pouvoir magique, eh bien, les sages vont disposer de la capacité de représenter juridiquement le pouvoir central. Donc il y a un lien très étroit ici entre le pouvoir magique et le pouvoir juridique. Malgré tout, il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. C'est-à-dire que la loi de Hume, telle qu'elle est généralement présentée, est respectée. On ne peut pas déduire de la faculté de relayer le pouvoir magique le fait que les sages disposent du pouvoir juridique. Il faut qu'ils soient habilités par le conservatoire à exercer cette fonction de sage. Et cette habilitation peut leur être retirée. C'était le cas avec Thanos, qui à l'origine était un sage du conservatoire, mais qui avait déjà essayé de faire un coup d'État par le passé, et qui donc s'était vu retirer son habilitation de sage, et qui du coup il avait retrouvé son pouvoir personnel, qui est un pouvoir de téléportation, qui
est assez pratique lorsqu'on ne veut pas se faire attraper par les milices. Alors, cette idée qui est d'articuler le pouvoir juridique avec le pouvoir magique va permettre aux auteurs de la série d'apporter une réponse très originale aux titulaires de la souveraineté, parce que les sages ne font que relayer le flux de magie, mais ils ne le génèrent pas. Hein, si ce sont la plume du représentant, cette plume du représentant va être trempée dans ce que j'appelais, grand B, l'encre du souverain. Alors, si le souverain ne se confond pas avec les représentants, se pose effectivement la question de savoir qui est véritablement souverain. De manière générale, hein, la souveraineté, elle est généralement considérée comme étant indivisible. Et une seule personne peut être effectivement titulaire de la souveraineté. Si deux personnes étaient titulaires de la souveraineté, ça voudrait dire qu'aucune ne l'est réellement. Et si le souverain transférait sa souveraineté à quelqu'un d'autre capable de l'exercer, du coup il perdrait la souveraineté, ce ne serait plus lui le souverain. Donc finalement, la question du souverain, de la personne du souverain, de l'essence même de la souveraineté est une vraie question, mais c'est une question qui généralement n'a de réponse qu'idéologique. Hein, lorsqu'on regarde le droit constitutionnel français, par exemple, on s'aperçoit qu'on a fait le choix de considérer comme souverain la nation. C'est généralement le choix qui a été fait. Mais on peut très bien imaginer choisir comme souverain le peuple ou le parlement, hein, ou les juridictions suprêmes, ou le roi, ou quelqu'un d'autre. C'est un choix idéologique, mais qui permet de justifier l'essence de la souveraineté qui sera ensuite exercée par les représentants. Donc, même si ce choix est idéologique, ce choix peut être quand même contraint par des nécessités pratiques. C'est le cas, par exemple, en France, hein, lorsqu'on a fait le choix d'une souveraineté nationale plutôt que d'une souveraineté populaire. Alors ici, les nécessités pratiques qui vont contraindre le choix du souverain dans l'œuvre de l'Enfos de Troie, ça va être la source de la magie et du pouvoir magique. Il faut trouver une source unique du pouvoir magique qui sera ensuite représentée par les sages sur le territoire et exercée ensuite par la population. Alors la réponse à cette question du titulaire de la souveraineté est passée par la création d'un animal fabuleux, d'un animal mythique qui s'appelle dans l'œuvre de l'Enfos le Mago Amot. Je ne sais pas trop d'où vient l'étymologie de ce terme, mais cet animal est un animal dont le seul rôle, dont la seule fonction est de générer le champ de magie sur Troie. Le champ de magie qui sera ensuite relayé sur l'ensemble du territoire. Donc on voit bien ici que cet animal un peu bizarre, qui prend en fait extérieurement le visage du Nil, dispose d'une souveraineté purement matérielle. C'est-à-dire que c'est lui qui dispose du pouvoir de créer tous les pouvoirs. Et finalement, de cette souveraineté matérielle, du pouvoir de créer tous les pouvoirs, va en découler une souveraineté juridique, avec un pouvoir juridique qui va s'établir et des relais juridiques qui vont relayer ce pouvoir magique. Alors, en conclusion de cette intervention, finalement, à travers le prisme du pouvoir magique, relayé au pouvoir, ou adossé au pouvoir juridique, le juriste peut trouver une prise pour illustrer les interrogations fondamentales autour de l'encadrement juridique du pouvoir, autour de l'intérêt de recourir aux notions de représentation, de souveraineté, etc. Et bien entendu, dans l'œuvre de l'Enfos, les personnages ne s'intéressent pas du tout à ces questions sous l'angle juridique. Et simplement, l'œil du juriste peut y voir un support, une illustration pour mettre à l'épreuve la dimension pédagogique des grands concepts qu'il utilise généralement. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que même l'origine de la souveraineté du Mago Amot est interrogée dans l'Enfos. S'il existe un souverain qui est la source de toute magie sur Troie, comment lui-même a-t-il pu devenir source de toute magie sur Troie? Eh bien là, la réponse encore est tout à fait intéressante dans l'œuvre de l'Enfos. Alors on n'a pas la réponse à cette question dans le premier cycle de l'Enfos de Troie, on l'a dans le cycle suivant, l'Enfos des étoiles. Et en fait, dans l'Enfos des étoiles, l'Enfos va rencontrer le Mago Amot qui va lui conférer un pouvoir absolu. Donc l'Enfos aura généralement un pouvoir absolu intemporel. Et l'Enfos va revenir dans le temps et rencontrer le Mago Amot avant qu'il ne soit le Mago Amot. Et l'Enfos va transférer son pouvoir absolu dans le temps au Mago Amot. Et comme ça, le Mago Amot pourra ensuite, plus tard, donner son pouvoir absolu à l'Enfos, qui pourra ensuite revenir dans le temps pour lui conférer son pouvoir absolu, et ainsi de suite. Donc ils ont ici une réponse circulaire à l'origine du pouvoir et de la souveraineté sur le monde de Troie.
Donc sans le savoir, finalement, les auteurs du cycle de l'Orpheuse nous proposent une vision autopoétique du pouvoir, mais ceci dit, ceci est une autre histoire. Je vous remercie. Merci, chers collègues, de cette interprétation juridique du cycle de l'Orpheuse, où la question du fondement du droit est résolue de manière assez particulière, puisque, vous venez de le dire, il y a une circularité, mais il y a surtout ce rapport du juridique au non-juridique dans la fondation du droit, qui dépasse une interprétation positiviste du cycle de l'Orpheuse. Je donne la parole tout de suite à mon collègue Julien Martin, qui va nous entretenir du petit livre bleu qui ressemblait étrangement au petit livre rouge de Mao. Tout à fait. Merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je ne m'éterniserai pas effectivement une nouvelle fois dans les remerciements, si ce n'est pour faire des remerciements tout à fait égoïstes et en même temps donc nécessairement sincères. Il y a quelques années, je lisais cette chose sur la plage, donc je suis invité ici pour parler de mes lectures de plage, à l'été 2011, et en lisant cette chose, et dans ce livre, je m'étais dit qu'il était absolument honteux d'écrire ces choses, et surtout de ne pas pouvoir les commenter. Mon ami Alexis et son collègue Richard nous ont invités aujourd'hui, et je les en remercie énormément, de me permettre de parler de ceci, et je suis toujours heureux de pouvoir revenir à Toulon pour ces questions. Je suis d'ailleurs heureux également que Alexis et Pascal Richard aient bien fait les choses, à moins que ce soit le hasard qui ait bien fait les choses, que Damien Fallon se soit retrouvé juste avant moi, puisque en très longue introduction de son intervention, il a fait un discours sur la méthode auquel, à titre individuel, nous avons déjà eu l'occasion, enfin que nous avons déjà eu l'occasion tous les deux d'évoquer, et qui forme et qui structure l'essentiel de mon propos, et je trouve que le hasard, disons les choses, fait très bien les choses. En effet, je voudrais vous parler du petit livre bleu, ce qui n'était peut-être pas transparent pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais le sous-titre qui, je crois, n'est pas reporté, si, sur le titre livre très bien de quoi je vais parler, Analyse critique et politique de la société des Schtroumpfs. Nous sommes sur une mise en abîme que mon collègue Damien Fallon a un petit peu moquée, donc je reprendrai à mon compte la moquerie puisque j'en étais le destinataire. Il va s'agir de critiquer un discours qui lui-même critique un discours, sachant que moi-même j'ai un discours, nous sommes dans un triple niveau de langage, peut-être que nous allons un petit peu loin. Mais c'est pas inintéressant de voir qu'un auteur, lui-même, a décidé d'envisager la structuration éventuelle, potentielle, du monde des Schtroumpfs à partir de ce que l'on trouve dans les albums de bande dessinée. Il a même trouvé un auteur compatissant, ce que certains auteurs de colloques devraient saluer, eu égard au fait que c'est parfois difficile, qui a publié ses écrits, et je vais essayer de vous livrer la méthode, et puis peut-être de faire quelques remarques de méthode ensuite. Alors à titre introductif, et pour être très bref, je voudrais vous parler de la méthode et des conclusions majeures, essentielles, auxquelles il a abouti. En termes de méthode, Antoine Bueno, parce que je ne l'ai pas encore cité, qu'il n'apparaissait pas dans le titre, a décidé d'étudier une petite vingtaine d'ouvrages, ceux qui ont été dessinés et scénarisés, encore pas tout à fait tous scénarisés, uniquement par Peyo, puisqu'à partir de 1992 et son décès, c'est son fils qui a repris la série des Schtroumpfs, le dernier en date, pour illustrer les choses, venant de sortir. La série n'est absolument pas abandonnée. Alors à partir de 1994, d'autres albums des Schtroumpfs sortent, mais ce qui est intéressant, et là je rejoins totalement la réduction de l'écart de l'étude par cet auteur, il bascule totalement dans la vocation mythique des ouvrages à destination des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont une vocation pédagogique évidente et qui reposent sur un ressort finalement assez classique. Quelques exemples pour tout de suite les évacuer. Dans le Schtroumpfeur de bijoux en 1994, c'est la condamnation du vol. Dans Dr Schtroumpf en 1996, c'est la médecine. Ça n'est que plus tard que les fictions relatives à la médecine ne s'intéresseront plus à la médecine, mais plutôt au rapport des médecins entre eux. Le Schtroumpf sauvage en 1998 traite de l'immigration, la menace Schtroumpf en 2000 des camps. On ne trouve pas le progrès en 2002 la technologie, le Schtroumpf reporter, le Schtroumpf joueur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les albums qui viennent ensuite reposent sur un ressort pédagogique, mythique, évident. Mais avant, c'est plus diffus, c'est plus ténu. Et ça pose une question intéressante qui est de savoir, finalement, quelle est la conception du droit de l'auteur et quelle est la conception du droit et des institutions politiques que l'auteur a essayé de faire passer dans ses albums, dans ses bandes dessinées. C'est ce que prétend étudier Antoine Bueno, et
L'ouvrage est intéressant, d'ailleurs il a été cité par les intervenants de ce matin comme étant plutôt un ouvrage appréciable sur lequel ils avaient pu fonder leurs interventions. Alors, le fils de Peyo, à la sortie de cet ouvrage qui, si vous en souvenez, si vous l'aviez lu et si vous aviez un peu suivi la polémique, a quand même suscité une polémique assez forte, avait répondu d'un revers de la main qu'on peut tout à fait comprendre de sa part, je le cite, « Laissez-moi deviner, je connais l'histoire depuis longtemps, les Schtroumpfs sont communistes, homosexuels et racistes. » etc. etc. Alors, homosexuel peut-être pas, c'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule Schtroumpfette qu'il y a un problème à cet égard et je ne me prononcerai pas sur ces questions. En revanche, communiste et raciste, là les choses commencent à devenir intéressantes puisque l'on bascule dans le thème des idées politiques, de la structuration des institutions politiques. Alors, un auteur qui avait beaucoup étudié la question de l'accueil des bandes dessinées et du reflet qu'elles peuvent représenter des idées politiques à un moment déterminé, s'était penché plus particulièrement sur les Schtroumpfs et avait considéré qu'il y a toujours une forme de réticence sociale à considérer qu'il peut y avoir une analyse politique et sociologique d'une œuvre de fiction pour enfants telle que les Schtroumpfs, parce que on a basculé dans un mythe, mais qui n'est pas le mythe du contenu de l'histoire, mais qui est le mythe de l'existence même du personnage de l'histoire. Il y a une mythique favorable autour de ces personnages, et comme on dit vulgairement, on ne touche pas aux Schtroumpfs. Donc, en ne pouvant pas y toucher, on ne peut pas non plus se livrer à une analyse scientifique, universitaire, soit de sciences politiques, puisque c'est l'essentiel de ce travail, soit plus juridique, c'est ce que j'essayerai de faire, en recentrant un peu le débat sur la question du droit. Alors à l'époque et à la sortie de cet ouvrage, les commentaires ont été très négatifs, très véhéments, et il faut être honnête, et c'est un petit peu ce qui m'avait motivé, c'est sans doute la conclusion, puisqu'on peut partir de la conclusion pour étudier l'argumentation, qu'il avait justifiée. Pour plus d'honnêteté et pour être parfaitement transparent, je vous livrerai les conclusions tout de suite de cet ouvrage qui tiennent dans la dernière page. L'auteur espère, je ne le cite pas encore, avoir convaincu le lecteur de deux choses. La première m'intéresse, je la cite. La première, c'est que le monde des Schtroumpfs semble bien être un archétype d'utopie totalitaire empreinte de stalinisme et de nazisme. Les Schtroumpfs sont staliniens et nazistes, mais pas trotskistes, il n'y a pas trop de contradictions, heureusement. Il serait donc à la fois, et c'est une gageure, staliniste et naziste. Alors est-ce que vraiment les Schtroumpfs sont l'expression de ces deux totalitarismes du XXe siècle, ou est-ce qu'il ne convient pas finalement de mettre en question la conclusion à laquelle arrive cet auteur, la méthode auquel recourt cet auteur, pour essayer de proposer une autre méthode et une autre conclusion? Évidemment, je ne procéderai pas selon ce rythme binaire, mais en recomposant les deux éléments que je viens de vous proposer, j'interrogerai successivement la méthode à laquelle il a recouru et les résultats qu'il a obtenus. Alors tout d'abord, le petit livre bleu pose des questions de méthode. Ce sera le premier temps de l'analyse. En effet, du point de vue de la méthode, Damien Fallon a esquissé cette question. Il y a plusieurs façons d'envisager une œuvre. Il y a ce qu'a pensé l'auteur, tout d'abord. Indépendamment de ce qu'il a pensé, ce qu'il y a dans son œuvre. Mais finalement, ce qu'il y a dans son œuvre, c'est ce qu'il a pensé. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que l'on se demande, c'est comment les lecteurs ont perçu ce qu'il y avait dans l'œuvre. Le contenu de l'œuvre, c'est soit l'auteur, soit les lecteurs. Soit l'auteur, soit les lecteurs, c'est un petit peu les deux axes par lesquels nous pouvons commencer à étudier la question. Alors tout d'abord, il est possible d'étudier les conditions de production de l'œuvre. Ces conditions de production, elles sont doubles et répondent à un canevas finalement assez classique, classique en général, classique en droit en particulier. C'est l'opposition ou l'assemblage des conditions subjectives de production de l'œuvre, liées à l'auteur, et des conditions objectives de production de l'œuvre, c'est-à-dire le contexte politique, juridique et économique à l'époque où les ouvrages ont été dessinés. S'agissant des conditions subjectives, du contexte de production subjective de l'œuvre, finalement les choses sont assez simples, si l'on peut dire, puisque d'un commun accord, tout le monde considérait que Peyo lui-même l'affichait, était ce que l'on appelait à l'époque, puisque nous sommes dans les années 60, un libéral, c'est-à-dire sur l'échiquier politique, ce que l'on pourrait appeler le centre droit. Je parle sous le contrôle de plus éminent spécialiste que moi de la question de l'échiquier politique belge, mais il était finalement de centre droit à l'époque, c'est-à-dire sans opinion politique extrême ou protulérante. Donc finalement, ce n'est pas tout à fait du côté des opinions politiques et subjectives de l'auteur qu'il faut chercher une tentation vers le totalitarisme. Alors, est-ce que ça n'est pas plutôt du côté des conditions objectives de production de l'œuvre? C'est-à-dire quel était le contexte et dans quelle mesure le contexte a pu influencer l'écriture des Schtroumpfs. À cet égard-là,
un autre auteur qui a été un de ceux à avoir aussi beaucoup écrit sur les Schtroumpfs, Damien Boone, qui est docteur en sciences politiques à Lille, a quand même beaucoup brocardé, je crois que le terme est celui-là, brocardé l'ouvrage d'Antoine Bueno au motif qu'il n'aurait aucune rigueur dans la méthode. Et je ne parle bien à ce stade-là que de la méthode. Pour lui, finalement, on retrouve la césure des écoles en sciences politiques. On voit s'opposer parfois la question de l'analyse institutionnelle et la question de l'analyse sociologique des comportements politiques. Du point de vue des Schtroumpfs, et en ce qui concerne Damien Boone, celui-ci finalement serait assez rétif à l'analyse institutionnelle et considérerait que ce qui compte, c'est la prise en compte à un moment donné des opinions politiques, des opinions économiques, du contexte économique, du contexte sociopolitique, géopolitique, qui peut expliquer que l'on pense d'une certaine façon à un moment, et que même sans en avoir conscience, l'œuvre que l'on produit est le reflet des conceptions dominantes intériorisées par l'auteur. Et ce faisant, il reprocherait à Antoine Bueno finalement d'avoir essayé de plaquer un crible d'analyse propre à l'auteur, propre à une discipline, à une œuvre de fiction, mais sans que ce crible d'analyse ne prenne en compte le contexte de production de l'affaire. Parler de totalitarisme était finalement, à l'époque où l'ouvrage a été produit, tout à fait anachronique. C'est intéressant, cette première critique est intéressante, mais finalement on peut quand même émettre une certaine réserve à la position de cet auteur en se demandant si malgré tout il n'est pas possible d'avoir une analyse institutionnelle mais à front renversé, c'est-à-dire en ne se demandant pas quelles étaient les idées de l'auteur, quel est le contexte de production, mais en toute honnêteté, quelles sont les opinions des lecteurs, quel est le contexte de réception de l'œuvre. C'est l'objet de cette deuxième sous-partie. En effet, les conditions de réception de l'œuvre peuvent être plurales. Et cette pluralité, finalement, efface une partie de la critique qu'on peut adresser à Antoine Bueno. Une partie, nous ne sommes que sur un discours sur la méthode. En effet, les conditions de réception de l'œuvre peuvent être finalement interprétées de deux façons, différemment de ce que j'ai vu tout à l'heure, non pas subjective et objective, mais finalement se demander si, et c'est déjà axiologique, s'il y a une bonne façon d'étudier les conditions de réception d'une œuvre, et s'il n'y a pas une façon peut-être, disons, un peu plus légère d'envisager les conditions de réception d'une œuvre. En effet, du point de vue, je dirais, le plus objectif, il n'est pas inintéressant de regarder dans quelles conditions une œuvre est reçue, et surtout aujourd'hui, eu égard au sujet du colloque, où il s'agit d'envisager le droit dans les fictions. Je crois qu'il a été suffisamment démontré ce matin que le droit est présent de manière relativement anecdotique dans les fictions, et comme mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, c'est finalement l'observateur qui va plaquer son crible d'analyse sur une œuvre qui ne l'avait peut-être même pas envisagée initialement. Ça n'est pas inintéressant dès lors que cette distance est consciente. Si cette distance est consciente, cela permet d'envisager un cadre d'analyse, mais cette fois-là purement juridique, et pas uniquement politique. Puisque finalement, tout le monde peut se réapproprier assez facilement la politique, et je crois que l'une des conclusions à laquelle on pouvait arriver ce matin était qu'il faut être un petit peu éclairé, un petit peu intéressé par le droit pour étudier, pour discerner le droit dans une œuvre, et donc les juristes peuvent ne pas être illégitimes, et la conception, je crois, est intéressante, elle sera peut-être discutée, à chercher du droit là où il est très peu probable qu'un auteur ait voulu en mettre. Donc à cet égard-là, il est intéressant de regarder les conditions de réception d'une œuvre d'un point de vue strictement juridique. Alors il est possible d'être un peu plus critique d'un point de vue uniquement politique. Et là, c'était une nouvelle fois une des critiques que je me réapproprierais de Damien Boone qu'il adressait à Antoine Bueno en lui disant qu'il est envisageable d'envisager de prendre en compte les conditions de réception, les conditions de réception du locuteur, en l'espèce de l'auteur du Petit Livre Bleu, ou pourquoi pas de moi-même à cette place et en ce moment. Mais ce qu'il lui reprochait, c'est que finalement, cet auteur, dans cet ouvrage, dissociait les intentions de l'auteur des représentations employées pour finalement ne plus se concentrer que sur la représentation, en oubliant l'ouvrage. Et effectivement, il n'est pas inintéressant de penser que parfois la tentation guette de voir dans une œuvre ce qui n'y existe absolument pas, ce qui n'y est pas discernable, et de rechercher dans le symbolique ce qui, dans le concret, n'a aucune existence. Alors, c'est à ce moment-là, je crois, qu'il faut dissocier les objets d'étude, c'est-à-dire le politique et le juridique, et finalement revenir à cette chose essentielle qui était les conclusions auxquelles sont arrivés Antoine Bueno dans cet ouvrage, et c'est l'objet de ma seconde partie, la question de la mise en question des résultats. Alors, en ce qui concerne la mise en question des résultats, on peut une nouvelle fois l'articuler au travers des deux méthodes
pour considérer qu'effectivement il y a plusieurs ressorts d'analyse dans les résultats. La première approche, la plus juridique qui soit, je crois, permet d'identifier dans l'œuvre des Schtroumpfs, et donc d'être un peu critique vis-à-vis du petit livre bleu, des éléments juridiques, en n'allant pas chercher chez Hannah Arendt, chez les grands mots de ceux qui structurent les discours politiques, mais en allant finalement chercher des éléments du côté de l'anthropologie juridique. Puisque finalement, les Schtroumpfs sont une petite tribu qui vit isolée du monde, et ça me faisait penser à la remarque du président Duchon-Doris ce matin. J'avais envie de lui dire qu'il y avait, pour ceux qui étaient là ce matin, une différence entre ces trois exemples. En effet, il comparait le maire d'un village chez Spirou et Fantasio, Abrara-Coursix, le chef du village dans Astérix, et bien sûr le grand Schtroumpf. Le maire dont j'ai oublié le nom, quelqu'un m'éclairera peut-être, mais vous vous en souvenez, dans Spirou et Fantasio, finalement, répond à une fiction relativement contemporaine d'institutions politiques existantes, même si c'est à une époque relativement passée. Dans la fiction qu'est Astérix, les choses étaient différentes, puisque chez Astérix, on a une nouvelle fois un ressort historique, mais ancien, issu de l'Antiquité. Chez les Schtroumpfs, on est dans une idée tout à fait différente, parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a qu'une seule tribu des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs sont donc un État-nation, sont une ethnie en eux-mêmes, et peuvent être étudiés comme une monade, comme une totalité. Et c'est eux qu'il faut étudier. Et c'est ce qui justifie d'utiliser dans l'anthropologie juridique. Mais, et pour compléter, ce sera le deuxième temps, je ne faisais qu'annoncer le premier, j'ai été bien trop long. Ce sera le deuxième temps de cette deuxième partie. Il sera tout de même possible de puiser dans l'actualité, dans le contexte de production des Schtroumpfs, pour expliquer certains ressorts politiques et juridiques. Alors tout d'abord, le premier angle d'attaque me semble pouvoir être celui de l'anthropologie juridique. En effet, c'est un parti pris qui sera peut-être discuté, mais il me semble que les Schtroumpfs sont une tribu juridique, sont une société juridiquement primaire. Et il faut les analyser comme une société juridiquement primaire. La principale erreur de cet ouvrage, qui aurait pu être une